Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 février. Nous célébrons demain la journée nationale du Shahid. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien à cette occasion, dans lequel il a rappelé que cette célébration témoigne de la fidélité du peuple algérien au sang versé par ses martyrs pour la liberté. Et l'Algérie commémore demain, donc 18 février, cette journée en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur pour le recouvrement de l'indépendance. Évocation dans ce journal. Clôture hier de la 38e session ordinaire du sommet de l'UA. Les dirigeants africains ont félicité le président de la République pour le succès exceptionnel obtenu par le MAEP sous sa présidence. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 700 projets d'investissement depuis le début de l'année, d'une valeur de plus de 889 milliards de dinars. C'est ce qu'a annoncé son directeur général, Omar Erkash. Corruption galopante, violation des libertés et un trafic de drogue florissant. Telle est la situation au Maroc, une conjoncture qui provoque la colère de la rue marocaine. On en parle dans ce journal. Et on termine avec le sport cyclisme et l'avant-dernière étape du Tour d'Algérie cycliste TAC 2025, couru entre Gherdaya et Ouargla. Bienvenue à tous, nous célébrons demain 18 février la journée nationale du Shahid. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien dont voici le contenu. L'Algérie célèbre la journée nationale du Shahid en témoignage de la fidélité du peuple algérien au sang versé par ses martyrs pour la liberté et l'émancipation et en hommage aux immenses sacrifices consentis par des générations d'hommes et de femmes patriotes après des décennies de lutte au sein du mouvement national. Ces héros ont réalisé que le colonialisme, qui s'est emparé par des méthodes destructrices et barbares de notre terre pure, retardant la marche de son peuple digne pendant plus de 130 ans, n'était qu'une entreprise de colonisation brutale et prédatrice, nourrissant l'illusion de sa perpétuation et ne comptant jamais renoncer aux richesses et ressources de notre pays. Toutefois, une révolution d'une ampleur inédite a mis fin à cette illusion bénie par Dieu dans la mesure où elle porte la patience d'un peuple résistant profondément attaché à sa liberté et sa dignité, aux valeurs humaines. Cette révolution a été menée par un peuple résolu à libérer une terre qui n'a jamais cessé de rejeter et de combattre la présence coloniale à travers une succession de résistances ininterrompues depuis l'invasion des hordes coloniales. Cette lutte inlassable et inscrite avec fierté dans l'histoire nationale et gravée dans la mémoire collective de la nation. Ces révolutionnaires ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix que la lutte armée qu'ils ont menée avec bravoure et compétence sans se laisser décourager par le déséquilibre de puissance ni par les épreuves et souffrances endurées. Ils ont avancé avec l'esprit de novembre jusqu'à la victoire en rendant hommage à leur mémoire dans une Algérie en plein essor. Nous puisons dans leur détermination la confiance en les potentialités de notre pays et la volonté de mobiliser ses ressources pour hisser l'Algérie au rang des nations émergentes. Nous avons la certitude, dit le président dans son message absolu, que notre peuple et notre jeunesse sont pleinement conscients que l'engagement dans cet effort stratégique de renouveau avec ses dimensions politiques, économiques et sociales représente le défi le plus noble et le plus fédérateur ainsi que l'enjeu le plus crucial que les Algériennes et Algériens aspirent à relever. C'est là la plus sincère expression de fidélité à nos valeureux martyrs dont nous prions en cette journée nationale du Shahid pour que leur âme pure repose en paix. À cette occasion, j'adresse également, dit le président de la République dans son message, mes salutations et toute la considération à mes sœurs moudjahidettes et à mes frères moudjahidines. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, a conclu le président de la République dans son message. Et justement, donc, l'Algérie commémore demain, 18 février, la journée nationale du Shahid en hommage aux millions d'Algériens tombés au champ d'honneur pour le recouvrement de l'indépendance. Un devoir de mémoire devant les sacrifices consentis au fil des décennies de lutte contre la colonisation française qui a pillé les richesses, torturé, décimé des populations entières et tenté d'effacer l'identité algérienne. Évocation avec Amel Bouarba dans ce papier. En cette journée nationale du Shahid, le devoir de mémoire est essentiel pour rendre hommage aux millions de martyrs qui ont donné leur vie
pour que vive l'Algérie. Chargée de symboles, cette date rappelle l'héroïsme des combattants de la guerre de libération nationale, mais aussi de toutes les luttes antérieures contre l'occupation française. Si la commémoration de cet événement incarne un rappel du lourd tribut payé pour l'indépendance, c'est aussi un appel à préserver les valeurs d'unité, de solidarité et de patriotisme léguées par les Chouhada. Fidèle à son passé révolutionnaire, l'Algérie met un point d'honneur à préserver et valoriser la mémoire nationale en veillant à son enseignement aux nouvelles générations. Il faut dire que le mois de février occupe une place particulière dans l'histoire de l'Algérie. De nombreux faits marquants qui se sont déroulés durant ce mois sont liés à la lutte pour l'indépendance et la mémoire nationale. C'est le cas de l'organisation spéciale créée en février 1947, une organisation qui a été le vivier de nombreux futurs dirigeants de la glorieuse révolution, dont des figures emblématiques comme l'Arbi Ben Mehdi, Ziroud Youssef, Didouche Mourad, Abban Ramdan, Mustafa Ben Boulaïd ou encore Krim Belkacem. Mais derrière tous ces leaders historiques, c'est aussi tout un peuple qui s'est levé pour sa liberté. Car la guerre de libération nationale n'a pas été uniquement l'œuvre des chefs militaires et politiques, elle a été portée par des millions d'Algériens de tout âge et de toutes les régions du pays. C'est durant ce mois également, précisément le 18 février 1957, que les Nations Unies ont adopté la résolution 1012, reconnaissant au peuple algérien son droit à l'autodétermination, ce qui a représenté un tournant diplomatique majeur pour l'Algérie. Ce mois de février est lié à d'autres événements douloureux qui ont marqué la mémoire collective, notamment les explosions nucléaires françaises menées à partir du 13 février 1960 dans le sud algérien, le bombardement du village de Sarkiet Sidi Youssef le 8 février 1958 ou encore la construction de lignes barbelées, minées et électrifiées ainsi que l'implantation de mines antipersonnelles en février 1959. Au-delà de la commémoration de la journée nationale du Shahid, ce mois rappelle constamment le lien indéfectible entre la mémoire nationale, le sacrifice des martyrs et les grandes décisions qui ont façonné l'avenir de l'Algérie. Nous disions en titre clôture hier de la 38e session ordinaire du sommet de l'UA tenue en Éthiopie, l'occasion pour les dirigeants africains réunis les 15 et 16 février à Addis Abeba de féliciter le président de la République pour le succès exceptionnel obtenu par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs sous sa présidence. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont également félicité le président Abdelmadjid Tebboune pour son leadership éclairé du MAEP et son engagement indéfectible en faveur de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent, exprimant leur grande reconnaissance pour la contribution volontaire au MAEP d'un montant de 1 million de dollars américains faite par le président de la République. Les dirigeants africains ont félicité une nouvelle fois le chef de l'État pour cet engagement ferme visant à assurer la pleine appropriation du MAEP par les États membres. Et les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue à Addis Abeba ont été sanctionnés par l'adoption de rapports et de plusieurs décisions et déclarations, mais aussi la signature d'un mémorandum d'entente sur la contribution d'1 million de dollars décidé par l'Algérie au profit du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en vue de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. Le document a été signé par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines Selma Barta Mansouri et la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme Marie-Antoinette Roscatre. On l'écoute. La décision du président de la République a été prise afin de soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, en vue de promouvoir la bonne gouvernance et le renforcement des fondements de la démocratie en Afrique. Cette décision vient renforcer la position de leader de l'Algérie dans le continent. Nous espérons que cette contribution financière volontaire permettra de soutenir ce mécanisme et encouragera les pays membres du MAEP à présenter leurs rapports périodiques et échanger leurs expériences en matière de bonne gouvernance et de réactivation des fondements démocratiques. On écoute Selma Barta Mansouri.
L'Algérie se félicite de l'adoption par la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de la décision portant classification de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des crimes contre l'humanité et comme des génocides perpétrés à l'encontre des peuples africains. L'Algérie, qui a connu pendant 132 ans de son histoire les affres et horreurs d'une colonisation de peuplement unique en son genre, soutient avec force cette décision qui représente une étape majeure dans le processus de quête de reconnaissance, de justice et de réparation des crimes subis par les peuples africains. L'Algérie s'honore d'avoir été mandatée par le sommet africain aux côtés de l'Afrique du Sud, du Togo et du Ghana à l'effet d'assurer la mise en œuvre de cette décision sur le plan international, comme demandé par ce sommet. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour s'acquitter de cette mission avec tout l'engagement et toute la détermination qui puisent leur inspiration dans les sacrifices consentis par l'ensemble des peuples africains au service de la libération de leur État et du recouvrement de leur souveraineté et de leur indépendance. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines est arrivé ce lundi à Maputo pour une visite officielle en République du Mozambique chargée par le président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à donner un plus grand élan aux relations d'amitié et de solidarité historique entre l'Algérie et le Mozambique. Ahmed Attaf sera reçu par le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Il aura également une séance de travail avec son homologue mozambicaine, Maria Manuela dos Santos Lucas. Signature de l'accord comprenant le programme exécutif de coopération conjointe 2025-2027 entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a été co-signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, et son homologue mauritanien, Yacoub Wildmoine Badari, a souligné à cette occasion que ce programme vise à renforcer la mobilité universitaire des étudiants et des enseignants entre les deux pays, à consolider le jumelage entre les universités algériennes et mauritaniennes et à trouver des solutions sociétales au service des deux peuples. Pour sa part, le ministre mauritanien s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, renforcera la coopération bilatérale, soulignant que ce programme est un mécanisme efficace pour poursuivre le travail commun et consacrer le niveau de partenariat atteint par les deux pays. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 700 projets d'investissement depuis le début de l'année en cours, d'une valeur de plus de 889 milliards de dinars, a annoncé son directeur général Omar Rkesh en marge des travaux d'une rencontre organisée par l'API et la délégation de l'Union européenne en Algérie sur les zones économiques spéciales comme outil d'attraction des investissements en Algérie. Ces projets permettront la création de près de 21 900 postes d'emploi selon les engagements de leurs porteurs, a fait savoir le DG de l'API, précisant que 11 sont des projets étrangers. Rkesh a attribué ce bilan positif au climat d'affaires qui connaît un dynamisme au cours des 3 dernières années, fruit des réformes profondes mises en place. L'événement qui a vu la présence d'ambassadeurs des pays de l'UE à Alger, des représentants de plusieurs secteurs ministériels, de représentants d'instances nationales et d'experts algériens et étrangers a permis aux experts algériens et européens de présenter plusieurs interventions portant sur les mécanismes du renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et les pays européens dans les domaines mutuellement bénéfiques. Le ministère de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, le ministère de la Poste et des télécommunications et le Haut Commissariat de la numérisation ont organisé ce lundi la 3e édition du forum CETO 2025, axé sur les dernières tendances en matière d'intelligence artificielle en présence d'experts et d'universitaires. Des experts algériens mais aussi étrangers ont évoqué à l'occasion des sujets comme la cybersécurité, l'Internet des objets, le e-commerce et les communications câblées, mais aussi sans fil. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie, de la connaissance et des start-up et des micro-entreprises. En décembre 2024, nous avons présenté une première version de la stratégie nationale d'intelligence artificielle durant la conférence africaine des startups. Maintenant, nous allons avancer encore plus, travailler avec d'autres secteurs, attirer des investissements et aller vers une feuille de route de la généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi de l'implication de plus de startups, de plus d'opérateurs économiques dans cette démarche. Et aujourd'hui, l'annonce d'un fonds d'investissement
qui est lancé par Groupe Télécom Algérie est une preuve qu'aujourd'hui les opérateurs économiques s'inscrivent dans cette dynamique de création de richesses à partir de compétences locales. Je vous propose également d'écouter le ministre de la Poste et des Télécommunications. Il faut savoir que notre secteur donc de la Poste Télécommunications, qui accompagne justement avec les infrastructures de base, des infrastructures essentielles à la transformation numérique, par l'infrastructure, donc l'accès à l'Internet qui est une condition sine qua non pour pouvoir faire de la transformation digitale et justement pour pouvoir adopter de l'IA, il faut de l'infrastructure. Donc on a de la fibre optique qui est déployée mais qui est en cours de déploiement encore de façon massive. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre 2 millions de foyers convertis parce qu'on a plus de 4 millions de foyers là où la fibre arrive, mais il y a aussi une résistance au changement. Il y a des foyers où ils sont peut-être inoccupés. Donc c'est ce qui fait que ce qui est déployé versus ce qui est connecté, il y a un gap. Nous évoquions au tout début de ce journal la coopération entre pays africains, un partenariat stratégique qui reste tributaire d'infrastructures routières. Parmi ces projets phares, la route transsaharienne qui devrait relier Alger à Lagos, un axe vital qui renforcera les échanges économiques. Autre chantier d'envergure également, la route Tindouf-Zouéret qui ouvre des nouvelles perspectives vers l'Afrique de l'Ouest, nous dit Amira Sefta dans ce sujet. S'étendant sur plus de 2320 km, cette route devra relier l'Afrique subsaharienne au bassin méditerranéen, tout en assurant des liaisons avec plusieurs pays du Sahel. Un corridor économique majeur en Afrique qui permettra des échanges commerciaux importants entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. En parallèle, la route transsaharienne a été accompagnée d'un projet stratégique de déploiement de la fibre optique, faisant d'elle un corridor numérique majeur reliant le nord et le sud du continent africain. Ce sont des réalisations majeures et cruciales tant pour l'Algérie que pour la Mauritanie. C'est l'une des routes stratégiques et vitales qui ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour la coopération entre la Mauritanie et l'Algérie, tout en contribuant au développement de l'Afrique de l'Ouest, en renforçant les connexions avec l'intérieur du continent africain. Ce projet jouera un rôle essentiel non seulement sur le plan économique mais aussi en consolidant les liens familiaux entre la population établie à Tindouf et celle établie en Mauritanie, tout en facilitant les échanges vers l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie affirme ainsi son rôle de maillon fort dans le développement de l'Afrique, œuvrant à un essor durable du continent. C'est un verdict des plus attendus. La Cour d'appel de Paris devra trancher ce 20 février dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier d'Europe, détenu pendant 40 ans à cause de son engagement en faveur de la Palestine. Ce militant libanais espère aujourd'hui recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. Société civile, partis politiques et militants, ils étaient nombreux à se mobiliser devant le centre pénitentiaire de Lannemezan en Haute-Périnée, réclamant sa mise en liberté. Amel Bouarba. Cela fait plus de 40 ans que la vie de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais, a été confisquée par la justice française. Détenu politique en France à cause de son engagement en faveur de la cause palestinienne. Bien qu'il soit libérable depuis 1999, les autorités françaises ont à plusieurs reprises rejeté les demandes de sa libération, souvent en raison d'une opposition du ministère de l'Intérieur et de pressions politiques et diplomatiques. Les appels à sa mise en liberté se multiplient en France. Il y a eu plusieurs tentatives ces dernières années pour obtenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui se sont heurtés à une opposition de la part du ministère de l'Intérieur français. Après plusieurs actions judiciaires et mobilisations de soutien, le verdict concernant sa libération est attendu ce 20 février. La Cour d'appel de Paris doit trancher définitivement après plus de 40 ans d'incarcération et plusieurs campagnes internationales réclamant sa mise en liberté. Le 20 février, il y a l'appel qui a été fait par le parquet antiterroriste qui doit tomber. Et donc la question est de mettre la pression. Voilà, c'est-à-dire d'éviter l'inacceptable, d'éviter que le scandale de l'État, qui est son emprisonnement, se poursuive. Je rappelle que Nelson Mandela, qui était le plus vieux prisonnier politique du monde, c'était 28 ans de prison. Lui, il en est à 41. C'est le record en Europe. Un record dont la France ne devrait pas s'enorgueillir. De nombreux observateurs, acteurs de la société civile, partis politiques et militants dénoncent une instrumentalisation de la justice française.
Et j'en ai assez que l'État français marche sur cette liberté-là, sur sa liberté. Et on a un ministre aujourd'hui de l'Intérieur qui demande systématiquement à expulser des étrangers. Ben là, voilà, on a quelqu'un qui demande à être expulsé dans son pays, à retrouver les siens, sa famille. Il nous a parlé de sa famille. On peut que admirer le combat de quelqu'un comme ça. C'est extraordinaire, c'est remarquable. Et on peut aujourd'hui qu'avoir qu'une seule espérance, c'est qu'il soit libéré tout simplement. Une situation qui illustre une justice à deux vitesses et un acharnement contre un détenu politique incarcéré pour avoir défendu une cause juste. Corruption galopante, violation des libertés, un trafic de drogue florissant, telle est la situation au Maroc sous le régime du Merzen, dont le seul souci est de mettre en œuvre des agendas subversifs, une conjoncture qui provoque la colère de la rue marocaine, nous dit Raouf Hamouch. Regardez. La politique d'influence que déploie Rabat au cœur des institutions africaines pour soudoyer des pays africains en contrepartie de leur alignement sur les intérêts du régime du Merzen n'est plus à démontrer. La question des pots de vin marocains est devenue le principal sujet de discussion dans les couloirs de l'UA ces derniers jours et de nombreux représentants des pays membres n'hésitent plus à exprimer leur mépris et leur dégoût de cette pratique. Voici le visage de la candidate que l'occupant marocain voulait imposer au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine pour servir les intérêts de puissances étrangères et semer le désordre au sein de l'organisation, et ce grâce à l'argent sale du trafic de drogue. Le Maroc a toujours eu recours à la corruption. Souvenez-vous, quand le Maroc a été impliqué dans un vaste scandale de corruption au Parlement européen, des pratiques douteuses que le Merzen n'a pas hésité à exporter au Canada et aux États-Unis. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau scandale lié à la corruption n'éclate au Maroc. Les affaires de trafic de drogue et de corruption se multiplient. Désormais, il ne se limite plus au circuit traditionnel de contrebande, mais s'étend aux institutions politiques et sécuritaires. La corruption au Maroc a atteint un niveau très inquiétant. Aujourd'hui, ce sont des mafieux de la drogue qui contrôlent désormais les institutions publiques. Les lobbies corrompus dépassent désormais les frontières du royaume, alimentant les réseaux criminels internationaux. Dans un climat de forte contestation, les rues du Maroc résonnent de slogans exprimant colère et indignation. La population dénonce la précarité grandissante, la répression, la corruption et les expulsions forcées. Situation au Proche-Orient, précisément à Gaza, une délégation de négociateurs s'est rendue aujourd'hui au Caire pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, alors que les négociations portant sur une deuxième phase de l'accord vont se poursuivre cette semaine au moment où des entraves sont imposées par l'antitétionniste à l'entrée de l'aide humanitaire selon les clauses de l'accord de cessez-le-feu. Seulement 30% du volume prévu du nombre de camions d'aide humanitaire ont pu entrer au cours des 2 derniers jours. Le mouvement de résistance Hamas accuse d'ailleurs l'entité sioniste de ne pas se conformer à l'accord et de poursuivre ses bombardements après une frappe aérienne hier qui a coûté la vie à 3 policiers dans le sud du territoire palestinien. Sur le terrain, l'occupant sioniste poursuivait ce lundi encore son agression contre la ville de Jenin et son camp pour le 28e jour consécutif et jusqu'à présent, il a tué 25 Palestiniens, fait des dizaines de blessés et provoqué des destructions généralisées d'infrastructures et de biens. Sport cyclisme pour terminer avec cette 9e et avant-dernière étape du TAC 2025. Le coureur algérien Hamza Amari de la team Mandar Pro Cycling s'est emparé du maillot jaune du Tour d'Algérie cycliste après avoir obtenu la 3e place lors de cette étape courue entre Gardaya et Ouergla et remportée par son coéquipier Youssef Reguigui. Compte rendu de Sid Ahmed Bouaïb. Regardez. Pour cette 9e étape, les cartes ont été redistribuées, même si Madar garde toujours le contrôle. Avec une étape gagnée par Reguigui, un maillot jaune porté désormais par Hamza Amari. الحمد لله عرفنا كيفاش نميتريزيو لا فورس تاعنا حتى اخر 200 متر وكان سباق لصالح الجزائر بصفه عامه. L'étape entre Gardaya et Ouergla est la 2e plus longue du tour. Dans un paysage semi-désertique, le peloton fend la route. La course est calme durant les 75 premiers kilomètres. Un léger vent de sable perturbe quand même les coureurs. Le peloton éclate finalement en 2 groupes. Le maillot jaune est dans le premier, mais contrairement à la veille, trouve des difficultés à se placer. Après
Après 148 km, Hamza Mansouri de Madar s'échappe et prend 1 minute d'écart. À l'entrée de Ouergla, Mansouri est rattrapé. La victoire se joue au sprint et Youssef Reguigui franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 4h26 minutes. Hamza Amari finit 3e et prend les commandes du classement général. الحمد لله وفقنا ربي لوبجيكتيف تاعنا درناه ربحنا ليطاب اول هدف وثاني هدف نحافظوا على القميص الاصفر انا ولا صديقي في الفريق حمزه ياسين نفس الشيء المهم قميص اصفر يقعد فريق مدار. Avec cette avant-dernière étape, nous arrivons donc au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain 19h. Au revoir.